Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans laquelle nous parlons d'une thématique considérée encore comme un sujet tabou. On parle ce soir d'infertilité et du recours à la procréation médicalement assistée, notamment la fécondation in vitro, la fameuse FIV. Cette technique grâce à laquelle des milliers de bébés seraient nés en Algérie depuis 1992, date de naissance du premier bébé éprouvette, et oui, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Les techniques ont évolué au fil des ans, mais pour chaque couple qui se lance dans l'aventure, il s'agit d'une lourde épreuve physique, mais surtout psychologique. Pour parler d'infertilité, mais surtout de solutions, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Dr Chebila Al-Mdani Awatif. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue, vous êtes spécialiste en médecine de reproduction. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Limdani Jafar. Vous êtes également gynécologue obstétricien, spécialiste de reproduction. Bienvenue. Merci. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir docteur Oumzienne Emina. Vous êtes également gynécologue, spécialiste en reproduction. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Marhaba bikoum. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir par téléphone, par téléphone, notre témoin, Madame Assia, une maman de 2 enfants par FIV, âgés respectivement de 10 et 8 ans. Je rappelle entre parenthèses qu'on a eu beaucoup de mal à avoir un témoin sur ce plateau pour parler justement d'infertilité ou encore de ces bébés de la science. Madame Assia, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors je disais à l'instant que nous sommes clairement devant un sujet tabou, je dirais même un double tabou, celui de l'infertilité et celui du recours à la science pour avoir des enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. D'ailleurs, le recours à la FIV reste toujours, je ne sais pas ce que c'est chez nous ou partout, un tabou. C'est difficile aux couples concernés d'avouer ou de parler devant l'entourage et de dire j'ai un problème et tout. C'est vrai, c'est un tabou. Oui, et le fait d'avoir recours à une FIV, par exemple, aussi, ça reste un grand tabou. Vous sentez la stigmatisation? Pardon? Je disais, le fait d'avoir eu recours à des FIV également, est-ce que ça aussi, c'est un problème? Est-ce que ça aussi, c'est difficile d'en parler? Oui, c'est difficile. C'est difficile, oui. Alors, lorsqu'un couple a des difficultés à concevoir naturellement des enfants, on pose souvent la question, c'est la faute à qui? À la maman ou au papa? Est-ce qu'il ne faut pas rappeler ce soir que ce n'est la faute à personne? Oui, vous avez tout à fait raison. Et souvent, j'ai en face de moi, à ma consultation, des couples qui cherchent qui est coupable. Alors, je dis tout de suite, nous ne sommes pas dans un tribunal. Un bébé, ça se fait à 2 et il n'y a pas de coupable. Donc, on va juste voir ce qui ne va pas et on va essayer de trouver une solution pour le couple. Oui, absolument. Alors, la stigmatisation est un fait, docteur Lemdani. Pour l'homme, c'est très mal vécu aussi. On en parle très peu. D'ailleurs, l'homme, ça a été longtemps le grand oublié de l'infertilité. Parce que souvent, l'infertilité masculine est confondue avec virilité. Bon, la stigmatisation touche essentiellement les femmes, parce que c'est les femmes qui sont en première ligne, si je peux dire ça. Donc, il y a le truc social qui sont derrière eux, etc. Oui. Ça reste une véritable stigmatisation. Mais les hommes, il y a quelques années derrière, ne s'apprêtaient pas à la consultation de stérilité. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ils adhèrent, ils viennent avec leurs femmes. D'ailleurs, dans notre consultation, c'est la consultation du couple. Donc, ils arrivent ensemble pour discuter, pour trouver une solution. Vous pensez qu'aujourd'hui, on commence à changer sur ce point? Je pense, oui. Je pense. Oui. Alors, docteur Chebila, on parle à peu près de 20% des couples algériens qui seraient souffrant d'infertilité. Et c'est un problème de santé qui est en nette augmentation aujourd'hui, c'est un fait. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui, pour plusieurs raisons. Il faut dire que un couple sur 8 a des difficultés de concevoir. Et donc, pour parler de ça, donc la consultation, il y a de plus en plus de personnes qui viennent consulter pour plusieurs raisons. La fertilité a diminué avec le temps. C'est-à-dire que pour plusieurs raisons,
pour le mode de vie, notre mode de vie qui a changé, la femme qui travaille, qui se marie de plus en plus tardivement, et donc un désir de conception qui a été reculé dans l'âge, et d'autres facteurs comme l'environnement aussi qui est là. Dans l'environnement, vous avez tout ce qui est mode de vie, l'occidentalisation en fait de notre mode de vie, la sédentarité, l'obésité, le tabac, l'alcool, tout ça font que ce soit des facteurs. Les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, tout à fait. Tout ce qui est alimentation chimique, donc font qu'il y ait de plus en plus de difficultés à concevoir. Et on parle de non-conception, il faut qu'il y ait une vie donc de rapports sexuels réguliers non protégés pendant 12 mois. Vous anticipez un peu sur ma prochaine question, justement. Je posais la question à Dr Oumoussiene, justement, la limite entre l'infertilité et la stérilité. Je pense qu'on ne parle même plus de stérilité. Oui, on évite de parler de stérilité, on parle d'infertilité. La définition de l'infertilité a évolué dans le temps. Et pour arriver aujourd'hui, on parle d'infertilité selon l'âge de la patiente. Donc, si une patiente a moins de 36 ans, alors on va dire que s'il y a une cohabitation régulière et qu'il n'y a pas d'enfant sous la couette, eh ben, il y a un problème d'infertilité, il faut consulter. Après 36 ans, on n'attend pas 12 mois, c'est après 6 mois qu'il faut consulter et voir un peu ce qui ne va pas parce que ça devient un peu urgent. Oui. Ça, c'est un des messages clés de cette émission. En tout cas, on essaiera d'appeler ou de pousser les gens à consulter, de ne pas attendre. Pour rester un peu sur les facteurs de risque, alors aujourd'hui aussi, on parle de cette infertilité. Je cite peut-être parce que vous êtes l'homme parmi nous ce soir, docteur Lumdani. Quand on parle un peu de l'infertilité masculine aussi, aujourd'hui, on parle de déclin spermatique, n'est-ce pas? C'est un fait ou c'est parce que justement les hommes auparavant ne consultaient pas, donc on ne se rendait pas compte peut-être que les hommes aussi ont une part de responsabilité dans l'infertilité du couple? Oui, ils ont une part assez importante, il y a 30% de stérilité masculine. Les hommes maintenant s'y prêtent, ils viennent en consultation et quand on demande un spermogramme il y a quelques années derrière Mina peut vous le dire, c'était difficile. On parle de parité ou de parité, par exemple, quand on parle d'infertilité masculine, féminine, c'est la même chose à peu près aujourd'hui? À peu près, oui. On est à 30% dans chaque camp. Oui. On parle de 30% pour les hommes, 30% pour les femmes et de 30% pour mixte, absolument. C'est ça. Et de 10% d'inexpliqué. Voilà, absolument. Alors, juste à titre de rappel, on dit aujourd'hui qu'un homme produit 2 fois moins de spermatozoïdes que son grand-père, pour dire que c'est un fait, aujourd'hui, ce déclin justement spermatique. On va voir justement un reportage qui va revenir sur cette thématique. Regardez, c'est un reportage signé Yanis Belkacem. L'infertilité féminine est un trouble qui affecte de nombreuses femmes à travers le monde, engendrant des défis émotionnels et physiques. Alors, l'infertilité par définition, c'est l'absence de grossesse chez un couple en cohabitation régulière au-delà de 1 an. Près d'une femme sur 6 en âge de procréer est confrontée à ces difficultés majeures et les causes de l'infertilité sont multiples. Cause ovarienne, où on a des problèmes de troubles du cycle avec des anovulations. Après, on a tout ce qui est cause utérine, quand il y a des fibromes dans une localisation particulière, ou bien des pathologies au niveau de l'utérus. Il y en a certaines qui peuvent avoir un impact sur la fertilité. Après aussi, il y a cette maladie qui est émergente maintenant de plus en plus, qui est l'endométriose, les causes masculines. C'est dû à un spermogramme qui n'est pas bon. Lorsqu'il s'agit de choisir des traitements médicaux, les spécialistes disposent de plusieurs options. Il y a des traitements médicaux qu'on appelle stimulation ovarienne, c'est-à-dire on fait de sorte que la femme va ovuler correctement par des traitements si elle ovulait mal auparavant. Si le mari est un peu fatigué, ce qu'on dit dans le jargon médical, on fait donc des inséminations artificielles intraconjugales, c'est-à-dire on améliore par des techniques au laboratoire, par des lavages, par des centrifugations. Si l'infection a ravagé ces trompes, il faut passer par la fécondation in vitro. C'est prélever des ovocytes de la femme,
et les faire donc se rencontrer par les spermatozoïdes de l'homme. Dehors, il y aura donc, embryon. Une fois que l'embryon est fait, on le transfère dans l'utérus de la femme. En effet, des interventions chirurgicales peuvent être nécessaires pour traiter les anomalies tubaires ou l'endométriose, mais grâce aux avancées médicales et aux efforts de sensibilisation, il est possible de surmonter ces défis. Oui, surmonter ces défis justement grâce à la procréation médicalement assistée. Alors on dit aujourd'hui un peu que c'est le mot médiatique, on parle plutôt d'AMP, d'assistance médicale à la procréation. La question c'est que est-ce que finalement on arrive à accompagner les couples infertiles chez nous? Alors il faut rappeler qu'on a très peu de centres publics et puis l'accès justement à ces techniques aujourd'hui n'est pas à la portée de tout le monde, n'est-ce pas? Effectivement. Dans un pays où il y a 45 millions d'habitants à peu près, au dernier recensement, quand on sait qu'il y a 20% de couples en âge de procréer qui souffrent d'infertilité, un individu sur 6 souffre d'infertilité, et qu'on voit qu'on n'est qu'à quelques milliers de naissances alors que nous sommes là depuis plus de 20 ans, absolument. Ça veut dire qu'on ne capte pas tous les gens qui souffrent d'infertilité. Alors, est-ce que la population est mal informée? Est-ce que les gens ne savent pas que ça existe dans leur pays? Parce que souvent, les gens partent à l'étranger, ils vont dans les pays voisins, justement. Voilà, où ils doivent payer en dehors de la fécondation in vitro, leur séjour, leur transport, etc. Alors que les structures existent en Algérie. Et c'est vrai qu'il y a une structure publique et qui ne suffit pas, c'est le CHU Parnay, mais il y a actuellement 23 structures privées et il y en a une dizaine qui vont ouvrir dans les 2 ans ou 3 ans qui vont venir. Donc les structures sont là, les médecins spécialistes en médecine de la reproduction sont là, les résultats sont là aussi, puisqu'on a des milliers de bébés dans le territoire algérien qui courent par la fécondation in vitro, ICSI ou insémination, et ça fait dans des centres algériens par des Algériens. Donc tout ça existe. Est-ce un manque d'information ou plutôt une difficulté d'accès aux soins? En fait, moi je dirais que c'est plutôt ça. Ça me fait plus de 20 ans d'exercice en AMP. Et s'il est vrai que le coût de la tentative n'est pas extrêmement cher en Algérie, c'est même le plus bas dans le monde. Du monde, absolument. Oui. Oui. Mais on parle à peu près de 160 000 dinars de la technique seulement, des médicaments, mais ça reste inaccessible à beaucoup de couples qui souffrent d'infertilité. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a la Fédération internationale des sociétés de fertilité qui est en train de faire de la promotion pour l'égalité aux soins. Il n'est pas admis qu'un enfant soit accessible à un couple et pas à un autre. Oui. Peut-être que c'est encore considéré comme... alors l'infertilité, peut-être que chez nous, c'est pas encore, on ne fait pas assez de pédagogie sur cette maladie. Et puis peut-être que l'accès à ce genre de techniques, qui restent quand même des techniques innovantes chez nous, l'avènement de ces techniques reste quand même récent chez nous. Est-ce qu'on ne considère pas aussi cela comme un luxe aujourd'hui ? Ça ne devrait pas être un luxe. Justement, oui. Ça ne devrait pas être un luxe. L'accès avoir un bébé, ça devrait être à la portée de tous. Et donc, je pense qu'il faudrait revoir les choses parce que dans notre pays, certains corps de métier ont droit à la sécurité sociale, ont droit au remboursement, à des remboursements et à des fécondations in vitro de façon gratuite et pas d'autres. Et beaucoup de couples souffrent de ça. Alors que c'est vraiment des cas, ils sont désespérés parce qu'ils n'ont pas les moyens et donc je reçois... Peut-être qu'on devrait penser à des remboursements, ne serait-ce qu'à une FIV sur 3, ou voilà, trouver une formule. Parce qu'il faut dire que les couples souvent font plus qu'une seule tentative. Ça aussi, c'est ça un peu... Ça marche pas à tous les coups. Absolument, c'est rédhibitoire. Du 35% de réussite. 35% de réussite. Donc souvent, c'est pas à la première tentative que ça marche, il faudrait peut-être refaire d'autres tentatives. Et moi, si on est là, moi je pense que c'est surtout pour défendre ce côté-là de patients et de couples qui n'ont pas l'accès facile à ce genre de méthode. Oui. Madame Essia, vous êtes avec nous ? Allô ?
Oui, alors je voulais vous demander à quel moment vous avez consulté et à quel moment on vous a conseillé une FIV. Du fait, j'avais 29 ans et j'avais beaucoup de problèmes de santé, tels la tuberculose, le kératocone. Alors, j'ai pas pris beaucoup de temps pour voir mon médecin. Et suite à plusieurs consultations, bien sûr périodiques, mes médecins ont constaté la présence d'un liquide au niveau des trompes. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Continuez. La présence d'un liquide qui s'appelle normalement l'hydrosalpinx au niveau des trompes. Alors ils m'ont conseillé, j'ai pris bien sûr un conseil chez eux et tout, pour quelle est la solution? Quelle est la solution pour avoir un enfant? Ça vous faisait combien d'années sans enfant? 4 ans. Oui, vous avez attendu 4 ans et vous aviez 29 ans. Alors, à quel moment on doit consulter finalement? Alors, pour la patiente, elle avait 29 ans, elle a attendu 4 ans pour consulter. Est-ce que c'est long ou pas finalement? Docteur Mdani. En fait, c'est long, ça dépendra de l'étiologie de sa stérilité en fait. Si elle est évidente et comme a dit votre interlocuteur, elle avait 2 hydrosalpinx, l'indication en FIV était déjà posée. Pourquoi attendre 4 ans? Non, je veux dire dans l'absolu, alors pour parler peut-être au grand public ce soir, oui. Dans l'absolu, attendre 4 ans, est-ce que c'est long? Ça dépendra de l'âge de la femme en fait. Parce que la victime, c'est toujours la femme. Oui. C'est pas du tout la même physiologie qui est portée chez la femme que chez l'homme. La spermatogénèse, c'est tous les 72 jours, on a un renouvellement de spermatogénèse. Oui. Par contre, la femme, elle a une réserve ovarienne qui est destinée à diminuer au fur et à mesure du temps, en nombre et en qualité aussi. Est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut consulter au bout d'une année pour une personne qui a moins de 35 ans, mais par contre, voilà. Oui, c'est la définition de l'OMS. C'est la définition de l'OMS qui dit que s'il y a au bout d'une année de rapports réguliers non protégés, il n'y a toujours pas de bébé, il faudrait aller consulter. Oui. Après, comme elle a dit mon amie Amina, ça dépend de l'âge. L'âge de c'est le phare de la stérilité. Si la femme est plus âgée et elle a dépassé les 35 ans ou 36 ans, on ne va pas attendre l'année de... Après, il y a une errance médicale. Les malades qui consultent, vous leur dites une chose et puis on ne vous croit pas et on va ailleurs. Et ça fait le tour pas mal de gynécos avant de se mettre à l'évidence. Oui, docteur Chubila, j'ai envie de dire, c'est-à-dire s'il y a des recommandations ce soir pour rappeler aux gens, les gens qui se marient, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, que les gens se marient aujourd'hui tardivement. La moyenne, c'est 30 ans. Donc là encore, Madame Assia s'est mariée relativement jeune, puisqu'elle a consulté à 29 ans, ça faisait déjà 4 ans qu'elle était mariée. Là, aujourd'hui, les femmes travaillent, donc elles se marient en moyenne vers 30 ans. L'idée est de dire qu'il ne faut pas attendre, c'est-à-dire il faut d'abord consulter et ensuite prendre son temps s'il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis d'avis qu'il faut suivre cette définition, c'est-à-dire que si on a moins de 35 ans, eh ben, on peut attendre un an. Il ne faut pas aller courir après 3 mois de mariage au cabinet de gynéco, attendre un an, cohabiter le plus normalement possible, avoir une activité sexuelle normale, qui est définie comme 3-4 rapports par semaine. Si elle a plus de 35 ans, c'est dans les 6 mois, mais il ne faut pas attendre. Il faut consulter et avoir une cause. Bon, il y a 10% dans lesquels on ne trouvera pas de cause, et puis la grossesse peut venir dans la 2e année, mais il faut aller prendre un avis, faire les examens. Aujourd'hui, il y a plein de patientes qui découvrent qu'ils sont en insuffisance ovarienne très très marquée, avec une réserve ovarienne très très basse, alors qu'elles n'ont que 30 ans. Celle-là, il ne faut pas qu'elle attende, il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. C'est quand même... Alors, premier message, c'est qu'il faut consulter, et puis consulter à 2, n'est-ce pas, docteur Mdani? Parce qu'on a tendance à ce que vous disiez tout à l'heure, justement, que c'est la femme qui porte le fardeau, justement, de cette infertilité, alors que finalement, non, il faut consulter à 2. Est-ce qu'on arrive finalement à avoir des consultations de couple? Oui, actuellement, oui. Mais la locomotive, c'est toujours la femme. C'est elle qui tire le fardeau. C'est ça. C'est elle qui tire le fardeau et c'est elle qui tire l'homme aussi à consulter, n'est-ce pas? Absolument. Oui.
Vous savez, la femme, on lui dira de faire toutes les analyses qu'il faut, elle les fera. Mais l'homme, lui demander un petit spermogramme, c'est plus facile que, je sais pas, bon, ça c'est peut-être astreignant, mais il vous dira, c'est trop, écoutez, je peux pas. Mais ça a tendance à baisser. Mais les choses ont changé. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que les hommes sont moins désireux de faire des enfants? Est-ce que c'est la femme, généralement, qui pousse à consulter, très souvent? Non, c'est pas un manque de désir, je pense que c'est la société. C'est un tabou aussi? C'est un tabou, c'est la société. Moi, j'ai des malades qui viennent et qui, après, elle traîne son mari parce que son mari lui dit, moi, je n'ai rien, c'est à toi d'aller consulter, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour avoir un bébé. Moi, je suis tout à fait normale. Et comme le disait Dr Milani, il refuse même de faire un simple spermogramme. On a des blocages dans ce sens en consultation. On met un peu de temps à convaincre ce mari. Alors il lui dit, il faut qu'elle se fasse soigner d'abord elle. Alors on commence des petits traitements pour ne pas aller... pour entraîner un peu le mari à arriver, et il arrive toujours en deuxième plan. Oui, non, parce que ça sert à rien finalement de consulter seul, parce que déjà, on disait tout à l'heure que les hommes sont responsables à hauteur de 50%, donc on va éliminer déjà 50% des causes en ayant... 30%. Avec la mixte. Voilà, je veux dire, c'est-à-dire c'est une parité hommes et femmes, c'est-à-dire les femmes ne sont pas plus responsables. Est-ce qu'on sait aussi que même pour une PMA, l'âge ne joue pas à notre faveur, puisqu'on parle aussi de l'importance de consulter? Est-ce que les gens savent aujourd'hui que même pour une PMA, les chances s'amenuisent après 35 ans? Alors, je dirais surtout en PMA. Surtout en PMA. Parce que les gens pensent qu'on peut faire des enfants. Tout à fait. Voilà. Ça, franchement, merci de poser la question pour dire que la PMA n'est pas une baguette magique. C'est ça, voilà. Qu'elle ne peut rien contre le temps, que l'horloge biologique de la femme est ce qu'elle est, c'est-à-dire limitée dans le temps, et que actuellement, même il y a vraiment maintenant, il y a le rôle de l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement va avoir un impact sur la qualité des ovocytes, même si elle a une bonne réserve, sa qualité ne va pas être bonne. Donc la PMA, oui, mais la PMA attend. Pour avoir toutes ses chances, il faut le faire au mieux, quand on peut, parce que quand elle se marie tard, elle ne peut pas malheureusement, mais quand on peut, au moins le faire avant les 36 ans. Maintenant, si elle s'est mariée après, elle vient rapidement dans les 6 mois qui suivent le mariage. Mais encore une fois, juste pour rappeler que le facteur de succès le plus important dans la fertilité, que ce soit la PMA ou la grossesse naturelle, c'est l'âge. Et surtout en PMA. Oui, absolument. Alors, on a parlé un peu brièvement des examens, notamment pour les hommes, vous en avez touché un mot. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les examens à faire justement quand on parle d'infertilité chez l'homme et chez la femme aussi? Qu'est-ce qu'on va demander? Oui, l'examen chez l'homme est très simple, c'est demander un spermogramme en fait. C'est ça. C'est le plus simple en réalité et le moins coûteux. Le plus simple, le moins coûteux, s'il est bien, on le met de côté et ça s'arrête là. Par contre, chez la femme, c'est beaucoup plus astreignant. Il y a d'abord un bilan hormonal, mais il y a un examen clinique, d'abord un interrogatoire assez important, un examen clinique, ensuite faire une échographie au 3e jour du cycle pour évaluer éventuellement une réserve cliniquement, demander un bilan hormonal au 3e jour pour voir ces hormones, comment ils sont. Et bien sûr, un bilan de son utérus et de ses trompes, faire une hystérosalpingographie en fait. Et après ça, en principe, on a fait le tour. Oui. Madame Essia. Allô? Oui, Madame Essia. Alors pour vous, ce n'était pas votre consultation n'était pas une surprise. Vous étiez consciente de vos problèmes de santé? Oui, j'étais consciente, oui. J'ai pris connaissance de mon état de santé et j'étais convaincue de suivre le processus. Oui. Alors l'annonce de l'infertilité, comment vous l'avez vécue? Pour moi, c'était normal. Oui. C'était normal. Oui. Vous avez été bien accompagnée. Vous étiez bien accompagnée, c'est ça en fait peut-être qui a fait que vous encaissez bien les choses? Pardon? Vous étiez bien accompagnée, je veux dire, votre rapport avec votre médecin était très important, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission? Oui. Oui. Oui.
Oui, je vous rappelle que c'est le docteur Benaï Bouche qu'on salue au passage justement. Il devait être avec nous, mais malheureusement il a eu un contretemps. Alors, l'annonce, c'est un moment très difficile. Oui, mais bon... Parce que l'acceptation du diagnostic, c'est très important, docteur Chebila. Oui, déjà, bon, le couple arrive, il sait qu'il est en échec de conception, donc il consulte, annoncer qu'il y a un problème et qu'on peut proposer une solution, les orienter vers un centre d'AMP et c'est quelque chose voilà, qui se fait le plus normalement du monde. Mais il faut dire que accompagner un couple est très important sur le plan psychologique. Oui, aussi. Les préparer aussi à l'éventuel échec, parce que quand ils vont parce que souvent les couples viennent et pour eux le fait de les orienter vers un centre d'AMP, vers une technique, pour eux c'est du 100%. Et c'est jamais 100%, donc il faut prévenir. Et là, il y a un entretien qui est très important avec le couple. Donc préparer ce couple éventuellement à la réussite, bien sûr dans les meilleurs des cas, mais aussi à l'échec. Les couples arrivent généralement à quel stade? Tardivement? Ou on arrive quand même relativement à un stade où on peut faire des choses? Je parle de la moyenne. La moyenne, oui, il y a une errance de diagnostic. La plupart des couples arrivent tardivement. Mais il y a des couples qui arrivent quand même un peu tôt. Ils sont conscients de leurs problèmes et ils arrivent en couple, ils s'accompagnent eux-mêmes déjà. Le mari est important, la femme aussi. Et le médecin, c'est le troisième acteur, en fait. C'est lui qui poursuit les choses. Oui. Il y a un point très important aussi, Madame Docteur Oumzienne, c'est aussi la part peut-être des personnes qui ne sont pas éligibles. Ça aussi, c'est un gros problème, j'imagine, que vous rencontrez en consultation. C'est très compliqué d'annoncer à des couples qui arrivent avec beaucoup d'espoir, généralement. Parce que beaucoup de malades le rapportent, disent que moi, on m'a dit froidement que je ne pouvais pas faire de PMA, que ça ne servait à rien. Et ça aussi, c'est quand même une situation très difficile, n'est-ce pas? Tout à fait. Une situation qui gêne et le couple et le médecin, parce que annoncer à un couple qui vient avec plein d'espoir que nous allons arrêter toute procédure, c'est quand même mettre fin un peu à son parcours. Mais on dit qu'il faut quand même l'accompagner à faire le deuil de sa fertilité. Et ça, c'est très difficile. Et pour nous et pour le couple. Mais il y a des situations où on est obligé de le faire. Parce que sinon... On ne peut pas donner de faux espoirs. Absolument. Moi, je ne suis pas d'accord de donner de faux espoirs. Donc, j'explique très bien pourquoi. J'ai des statistiques. Je montre les statistiques et puis après, bien sûr, en fin de compte, je veux dire, une grossesse peut arriver en sortant de ma clinique, mais il faut quand même bien expliquer aux gens. En fait, un couple, une patiente surtout, parce que c'est souvent, on arrête les procédures parce que la femme est arrivée à 43 ans et qu'il n'y a plus d'espoir, et donc c'est souvent à elle qu'on s'adresse et lui dire qu'on arrête, c'est bon, il n'y a plus rien à faire en technique d'AMP. Ça, c'est très difficile déjà à prononcer et à elle à percevoir. Donc il faut trouver les mots, trouver... moi je vais dans le sens, ces traitements... C'est-à-dire gérer la sensibilité. Ces traitements peuvent être nocifs après 43 ans. La femme, c'est une horloge biologique, c'est des hormones, et les hormones, à partir d'un certain âge, peuvent avoir un effet contraire de leur effet bénéfique dans la jeunesse. Quand on en est privé, c'est pas bien, c'est la ménopause et on en souffre. Quand on est en âge de procréer, on est bien. Et quand on est dans cette charnière, vouloir forcer les choses, mettre la femme dans un climat hormonal supraphysiologique, c'est la mettre aussi en danger. Il y a le sein, il y a beaucoup de choses. C'est un tout en plus de ça, docteur Oumzienne. C'est un tout. D'abord, ça coûte cher, ça ne sert à rien de dépenser encore de l'argent alors que ça ne sert à rien. Et puis, il y a aussi l'impact sur la santé. Alors, quels sont les facteurs, voire les maladies qui doivent nous pousser à consulter plus tôt? Est-ce qu'il y a des maladies, par exemple, ou des symptômes qui doivent nous pousser à consulter plus tôt? Par rapport à la fertilité? Par rapport à la PMA? Les maladies qui peuvent compliquer le parcours de PMA, en fait. Déjà, le poids, l'obésité est un facteur que nous
C'est-à-dire on va demander aux candidats de maigrir, les deux. Oui, déjà pour sa santé, les deux, c'est ça. On a tendance à parler plus de la femme, c'est pour ça que je pose la question, les deux. Non, mais les deux. Voilà. C'est-à-dire même chez l'homme, ça peut être un facteur aussi. Absolument. Ça reste le même axe hormonal. Il y a une hypophyse, on a tous les deux la même hypophyse et les mêmes hormones, FSH et LH, qui interviennent l'un sur les ovaires et l'autre sur les testicules. C'est la même chose. D'accord. Oui. Donc il y a l'obésité, il y a le diabète, l'hypertension, le tabac, l'alcoolisme, plein de choses. Il y a un facteur très important qu'on n'a pas cité justement dans la fertilité, c'est la génétique aussi. Est-ce qu'elle peut être incriminée quand on a des parents, par exemple, qui ont eu des problèmes pour concevoir des enfants ou pas finalement? Non, on ne parle pas de génétique. Si, il y a de la génétique. Si. Alors justement, la procréation médicalement assistée, maintenant, on va vers la génétique de la fertilité. Il n'y a pas que les parents, la transmission chromosomique directe, il n'y a pas que ça. Il y a déjà l'épigénétique qui est vraiment maintenant au milieu de tout. Mais il y a la génétique. Aujourd'hui, on commence à découvrir les gènes qui peuvent être responsables de certaines anomalies spermatiques, mais aussi de certaines anomalies ovocytaires. Donc la génétique a un rôle important. Et bien, je pense que vous pensez aux femmes qui ont des ménopauses précoces, pour parler un peu le langage courant. Oui, quand on a dans la fratrie une sœur ou une maman qui n'a plus ses règles à partir de 35 ans, il faut penser aux sœurs et les dépister. D'ailleurs, en dehors de ça, actuellement dans le monde, on est en train de se demander, faut-il dépister les insuffisances ovariennes, parce qu'il y en a de plus en plus, vu tout ce que mon ami Awatef a dit, l'environnement, etc. Donc, dans le monde, on est en train de penser à dépister. S'il y a dans la famille des problèmes particuliers, tels qu'une défaillance des ovaires chez la maman ou les sœurs, il faut bien sûr consulter. L'infertilité familiale, c'est-à-dire quand dans une famille, j'ai deux frères qui m'ont précédé, qui sont infertiles. Donc on parle d'une sorte de terrain en réalité. Absolument. Il y a l'infertilité. Alors surtout chez nous, il y a trop de mariages consanguins. Alors que ce soit les époux qu'on reçoit, mais aussi les parents des époux. D'accord. Et ça pose des problèmes. Alors il y a aussi, on a parlé tout à l'heure de l'endométriose, il y a aussi certaines chirurgies qui peuvent être, comme disait tout à l'heure Madame Assia, pour la chirurgie des trompes aussi, ça aussi c'est des chirurgies qui peuvent être un problème pour la fertilité. Et puis il y a aussi la chimiothérapie, ça aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, j'ai l'impression, on ne rappelle pas aux personnes qui ont fait des cancers par exemple à un âge jeune, qu'elles peuvent avoir des problèmes de fertilité aussi. Ça c'est important, pour rappeler peut-être la possibilité aussi de la congélation, préservation de la fertilité. Notre amie Amina le fait depuis quelque temps. Ça c'est très important aussi. Il faut que les équipes adhèrent, les équipes de chimiothérapie, de radiothérapie, les cancérologues. C'est pas une priorité par rapport, je sais pas si... Au pronostic vital. Oui, tout à fait. Par rapport au pronostic, même chez les parents, si vous avez une petite jeune fille de 18 ans... Est-ce que vous pensez que là-dessus, pardon docteur Lemdani, mais est-ce que vous pensez que là-dessus, les gens aujourd'hui sont suffisamment informés, parce que tout le monde ne le sait pas, il y a beaucoup de gens qui ont fait de la chimiothérapie, on ne leur a pas forcément dit que cela affecterait leur fertilité, c'est injuste. Oui, c'est un manque d'information, un manque de cohésion entre nos confrères aussi. Oui. C'est ça, parce que en fait, c'est un message aussi, je pense, à donner ce soir pour les personnes, n'est-ce pas, docteur Chebila, pour les personnes peut-être qui sont sous chimiothérapie, pensez à la congélation, parce que vous la faites. Tout à fait, donc il faut que les gens sachent, et ça commence un peu à se vulgariser, un peu, je dirais vraiment un peu, qu'il existe une solution. Mais libérer la parole déjà, peut-être voilà, ces femmes et ces hommes jeunes qui sont atteints de cancer. Actuellement, les traitements de cancer sont plus performants et la guérison est liée. Et donc, devenir maman
ou pas après un cancer reste possible, si on y a pensé avant. Mais qui doit adresser le patient au centre de PMA pour préserver la fertilité? C'est les médecins qui prennent en charge cette pathologie, en fait les oncologues ou les hématologues ou les urologues, en fait tous les cancers qu'on prend en charge et qui vont nécessiter un traitement qui va détruire les gamètes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc la technique existe, les traitements de cancer existent, ils permettent la guérison des jeunes patients qui ont le droit de devenir maman et papa pourvu qu'ils le sachent. Mais le problème qu'on rencontre, c'est que maintenant certains médecins nous envoient, c'est des individus, hein. C'est très rare que c'est des couples, c'est des gens qui ne sont pas encore mariés, jeunes, etc. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'ils nous donnent, ils l'envoient et puis il me dit j'ai rendez-vous de chimio dans 4 jours. Il faut vraiment qu'on finisse tout avant ça. Non, le diagnostic il a été fait il y a au moins un mois. Donnez-nous au moins une dizaine de jours pour pouvoir faire quelque chose. Le temps pour C'est-à-dire dès le diagnostic, il faut l'adresser en centre de FIV et on peut faire les choses en parallèle. Parfois on est obligé d'intervenir chez l'oncologue, s'il vous plaît, décalez-lui le rendez-vous de chimio. C'est important. Alors on en parle depuis tout à l'heure, hein, la PMA, la procréation médicalement assistée. Finalement, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? Vous voulez dire alors, les techniques, oui, et puis c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on va faire justement? En PMA, on a plusieurs armes thérapeutiques. Il y a d'abord les armes médicamenteuses. Si on essaye un trouble d'ovulation, on peut donner un médicament et on arrange l'ovulation et elle fait son bébé. D'accord. La deuxième arme thérapeutique, c'est la chirurgie. S'il y a un problème au niveau du utérus, par exemple, il y a un myome qui gênerait une éventuelle nidation, par exemple, et un problème au niveau du col, etc., etc. On peut traiter ça chirurgicalement et on pourra accéder à faire un bébé. Maintenant, en PMA pur, si vous voulez, il y a 3 sortes de PMA. Il y a l'insémination artificielle, sperme de conjoint, IAC. Alors c'est quoi la différence justement entre l'insémination artificielle et par exemple une FIV, une fécondation in vitro? C'est des indications totalement différentes. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer ça simplement pour les gens qui nous regardent? L'insémination artificielle, pas avec le sperme du conjoint, c'est des indications généralement d'ordre masculin. Il y a de petites anomalies de sperme dans le cadre d'une asténospermie par exemple, etc. Sinon, des problèmes au niveau du col par exemple, une mauvaise glaire, des anticorps antispermatozoïdes qui n'arrivent pas à monter. En fait, c'est quelque chose de... C'est pas parce qu'il y a plus de laboratoires, peut-être, dans la FIV aussi, parce que pour l'insémination artificielle, tout se passe au niveau... On va tout injecter, attendre que ça se passe au niveau de l'utérus. Voilà, c'est pas ça la différence. On va préparer la dame à éventuellement faire un ou deux follicules. Et au jour J, lorsqu'on déclenche l'ovulation, le couple vient au centre de PMA, il donne son sperme, on sélectionne les meilleurs spermatozoïdes, on les monte dans un cathéter et on les monte au niveau à 1 cm du fond utérin, c'est-à-dire qu'on diminue le parcours du spermatozoïde pour qu'il aille plus vite vers... Ça, c'est pour l'insémination artificielle. Ça, c'est pour l'insémination artificielle. D'accord. Alors, pour la FIV? Pour la FIV, alors il y a une préparation toujours sur le plan hormonal. Il y a une induction de l'ovulation, une préparation. Ensuite, il y a on convoque la malade avec une surveillance donc hormonale échographique de façon régulière. Et dès qu'il y a un certain nombre, donc plusieurs follicules qui arrivent, on va faire une ponction sous anesthésie générale. Il y a une ponction d'ovocytes, donc une fois que c'est ponctionné, on envoie ça au laboratoire chez le biologiste qui va faire un tri et va préparer donc avec le spermatozoïde. Donc tout se fait au niveau du laboratoire. Absolument. Une fois que l'embryon est fait, on fait ce qu'on appelle un transfert. On reconvoque la malade pour faire un transfert. Et le transfert peut être un transfert frais. Oui, voilà. Il peut se faire soit en transfert frais, soit donc on décide pour des raisons qui sont bien déterminées de congeler et donc de différer le transfert. Oui. On parle aussi de DICSI.
Ça aussi, c'est une forme de FIV, hein, mais avec une micro-injection, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, c'est quoi? On en fait... En fait, c'est un peu la star aujourd'hui de la PMA, c'est celle qu'on fait le plus. Oui, effectivement, c'est la méthode de PMA le plus pratiquée dans le monde. C'est pas juste en Algérie, mais en Algérie, on est vraiment à 100%. On est obligé presque. Voilà. Donc, ICSI, c'est Intracytoplasmic Sperm Injection. Donc, on injecte le spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte. Et tout se fait sous le microscope. Donc, toutes les étapes citées au préalable sont les mêmes que pour la FIV, sauf qu'au laboratoire, les ovocytes, on ne va pas les laisser avec leur coiffe, on va les décoroniser et on va prendre chaque ovocyte et chaque spermatozoïde qu'on aura sélectionné. Sous le microscope, on fait l'injection, on féconde l'œuf. L'indication principale de l'ICSI, c'est une indication masculine. C'est quand on a des spermatozoïdes qui n'arrivent pas à féconder l'ovocyte. Ou lorsqu'on en a très peu. Donc, qui n'arrivent pas à féconder parce qu'ils sont très peu mobiles ou parce qu'on doit sélectionner parce qu'ils sont majoritairement de morphologie altérée ou parce qu'on va les chercher dans le testicule. Parce que dans le sperme, il n'existe pas, ce qu'on appelle azospermie, et ça, on est obligé de passer par l'ICSI. Normalement, c'est tout ça, les indications. Ou bien quand on a très peu d'ovocytes aussi. Ça, c'est les indications. Mais sinon, chez nous, on a un peu généralisé cette technique à tous, parce que la fécondation in vitro classique, c'est-à-dire mettre les spermatozoïdes au contact de l'ovocyte et laisser la fécondation se faire naturellement dans l'incubateur, comme dans l'utérus de la femme, enfin dans les trompes de la femme, ça, on a des surprises. Le lendemain, quand on tire la boîte, on voit il n'y a pas de fécondation. Et la femme aura fait tout le parcours pour rien. On va lui dire il n'y a pas de fécondation, donc pas de transfert. Et ça, on ne peut pas se permettre de le faire. C'est ça. Parce que la FIV n'est pas... Parce que c'est pas remboursé. C'est pas remboursé. La FIV n'est pas remboursée. C'est très mal vécu. C'est pour augmenter les chances, en réalité, de la réussite. Et puis, on a beaucoup d'infertilité masculine. Donc, finalement, c'est pour sécuriser. C'est ça, oui. C'est pour augmenter les chances. Parce qu'en FIV classique, on ne décoronise pas, comme l'a bien dit Amina. Donc, on ne connaît pas la maturité de cet ovocyte. C'est ça, en fait, l'accompagnement il est un peu plus long dans l'ICSI. Ou pas? Non, quand on décoronise, on voit que l'ovocyte est fécondable, c'est-à-dire que c'est un méta 2 dans notre jargon. Et là, il pourrait être micro-injecté en ICSI. Mais par contre, en FIV, on ne décoronise pas. Et on met ce complexe-là qui va baigner autour de centaines de spermatozoïdes, si vous voulez, et on va laisser la physiologie faire les choses. Madame Essia, alors vous avez eu 4 FIV, hein, c'est ça? Vous avez eu 4 FIV et vous avez eu 2 enfants, c'est-à-dire 2 tentatives qui ont échoué. Quel souvenir gardez-vous de ces FIV aujourd'hui, hein? On les décrit souvent comme le parcours du combattant. Hein. C'est bien beau d'avoir des bébés, mais ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Madame Essia, vous nous écoutez? Allô? Oui. Allô? Oui. Alors je disais que quel souvenir gardez-vous de vos FIV? C'est souvent décrit comme un parcours du combattant. J'entends très très mal. Oui? Allô? Oui. J'entends très très mal. On va essayer de vous recontacter. Alors, on décrit comme... Alors, qui est éligible finalement pour la FIV? Alors, on disait tout à l'heure en gros que l'âge, c'est un facteur qui ne joue pas forcément à la faveur des couples infertiles. Finalement, ça s'adresse à qui? Choisir les bons cas, sélectionner les bons cas et donner le plus de chances, c'est-à-dire mettre en avant le bénéfice du couple. Alors on a parlé de la stérilité masculine déjà, ou l'infertilité masculine, on ne parle plus de stérilité. L'infertilité masculine, quelles sont les autres indications?
Les autres indications chez la femme, comme on a dit, ça peut être un problème au niveau cervical, c'est-à-dire au niveau du col, au niveau de son utérus, par des petits myomes ou des polypes qui vont gêner cette nidation, ou carrément une obstruction tubaire, c'est-à-dire un problème au niveau des trompes, ou comme la dame où elle a eu du liquide, c'est ce qu'on appelle un hydrosalpinx qui est très délétère pour favoriser une grossesse. Et donc, elle a été obligée, on a dû traiter ces hydrosalpinx pour permettre à la FIV de réussir. Voilà, donc, et il y a maintenant l'endométriose, on parle beaucoup d'endométriose. Après, au niveau ovarien, il peut y avoir des insuffisances ovariennes. Oui. Alors, on peut aller jusqu'à quel âge pour une PMA ou une FIV particulièrement? Jusqu'à 45 ans ou peut-être moins? Ou c'est différent quand les embryons sont frais? Le facteur âge est très important. Oui. C'est-à-dire ça dépendra des critères d'inclusion de chaque centre. Il y a des centres qui vont jusqu'à 43 ans, d'autres qui vont jusqu'à 41 ans. Parce qu'en fait, le pronostic en matière de résultats, il n'est pas bon en fait. C'est pour ça qu'il y a des critères comme ça. Mais la plupart des centres vont jusqu'à 43 ans, je pense. 43 ans avec toute une étude de dossier, etc. D'accord. Pour vous, la patiente la plus âgée, avec quel âge? Pour qui ça a marché? 43, 42 ans, oui, ça peut marcher. Oui. Alors, comment optimiser les chances de réussite d'une PMA? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre, par exemple, avant ou pendant? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on se dit, il faut se préparer, pas de stress, par exemple. Comment optimiser les chances de la réussite? Le stress, vous en parlez et vous faites très bien d'en parler, parce qu'il y a des études faites par des psychologues aux États-Unis qui ont des chiffres, et qui montre qu'on peut baisser notre taux de grossesse de 50% si la femme, parce que c'est chez elle et dans elle que tout se passe, n'est pas suivie ou n'accepte pas ou gère mal, ou un facteur psychologique très très important en fait. Et on le remarque même chez nous. Moi je dis, la PMA marche, chez qui elle marche le moins? En fait, elle marche le moins chez les personnes qui sont hyper stressées, qui veulent tout contrôler, qui veulent, qui ne font pas confiance en fait, qui sont dans le doute, qui sont. C'est un problème pour la grossesse naturelle aussi, hein. Absolument, il faut déconnecter pour avoir la grossesse. Et je dis, franchement, et ça on l'a remarqué, c'est les femmes qui sont d'un niveau intellectuel plus bas, qui pensent que c'est bon, ils sont venus chez le médecin et ils vont repartir avec l'enfant. Oui, ça marche. Oui. Ça marche très bien. Être en confiance. Donc il faut être en confiance, il faut lâcher prise et il faut laisser le médecin guider la chose et ne pas vouloir guider tout. Voilà. Oui. Alors le stress, on parle aussi de se reposer ou pas avant. Est-ce qu'il faut du repos ou pas? L'éviction peut-être de certains stimulants aussi, comme le café, la cigarette, l'alcool. Ça aussi, il faut les éviter. Ça, c'est d'une manière générale, vous allez me dire. Oui, ça, c'est délétère aussi. C'est délétère, oui. Antioxydants, oui. Faire du sport, être zen, oui. Quand elle arrive zen en PMA, ça marche, hein. Tout à fait, il y en a qui proposent même de l'acupuncture. C'est ça, la psychologie, c'est très important. Très important pour les facteurs. Quand on a accès, encore une fois. Absolument. Oui, absolument. Ça aussi, c'est pas toujours évident. Docteur Lemdani, alors on parlait tout à l'heure justement, quand on parlait un peu de FIV, hein, vous disiez qu'il y a deux étapes, hein, l'étape qui se passe dans le laboratoire, hein, et puis il y a le transfert. Alors, après le transfert aussi, est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Pas spécialement. Ça aussi, c'est une période très sensible. Ça reste un stress personnel chez la malade qui pense d'ailleurs, quand on fait une insémination, la malade vous dit « je ne travaille pas pendant une semaine ». Non, il n'y a aucun problème, même quand on fait un transfert. Je pense que l'activité peut reprendre et voilà, c'est fait et on attend les résultats. Par exemple, porter de lourdes charges, par exemple, ça c'est à éviter ou pas? Non. Pas. Oui. Faire de l'activité très intense, par exemple, activité physique très intense. Bien sûr. Il ne faut pas sauter à la corde. C'est bien de rappeler quand même les bains chauds, le sauna, par exemple. Mais bon, pas au point. Ça, c'est des idées. Ça, c'est un lieu commun, mais est-ce que c'est vrai ou pas finalement? Alors, il y a du vrai et il y a du moins vrai, mais pour vous dire, ça va jusqu'au... Il y a des femmes qui portent des couches
pour ne pas se lever pour aller aux toilettes, parce qu'ils pensent que l'utérus est une cavité vide en fait. Il y a un embryon rond qui se bascule et que certainement dès qu'elle marche, ça va tomber. En fait, non, l'utérus est un muscle et votre bébé, votre embryon, il est bien accroché au niveau de l'endomètre et ça ne tombe pas comme ça. S'il s'accroche, il s'accrochera. Il faut vivre normalement. Il y a Madame Essia qui est avec nous par téléphone. On va peut-être la reprendre pour la fin de l'émission, parce qu'on est pratiquement à la fin. Madame Essia, allô? on vous a perdu pendant un moment. Alors, on parlait de FIV. Je disais que vous avez fait quand même 4 tentatives, dont 2 qui ont réussi. Je rappelle que vous avez 2 enfants qu'on salue au passage. Quel souvenir gardez-vous aujourd'hui de cette épreuve, parce que c'est souvent défini comme un parcours du combattant? Allô? Parlez-nous un peu du stress que vous avez vécu pendant cette période. Vraiment stressante. On ne sait pas est-ce que c'est positif ou négatif. On attend. Mais en réalité, le fait de voir le bébé, c'est bon. On oublie tout. Oui. D'ailleurs, c'était des grossesses à haut risque pour moi. Oui. Car je prenais la progestérone pendant toute la grossesse. Mmh. Oui. Mais je faisais mes activités plus normalement du monde. Mmh. Quel a été le plus dur? Quel a été le plus dur? Parce qu'on parle souvent de cet impact psychologique justement du parcours de PMA. C'est l'attente de voir les résultats. Est-ce positif ou négatif? Oui. Alors l'attente paraît longue pour les patientes. Oui. L'état, oui. Après le transfert des embryons. Oui, on va poser la question à Dr Lemdani. Alors, l'attente est pour les deux. Merci beaucoup, Madame Essia. Même pour nous médecins, on attend ce résultat. Quand il y a un échec de la patiente, c'est un échec pour nous aussi. Oui, l'attente, test grossesse positif. Ensuite, c'est l'attente de la première échographie, et l'activité cardiaque. Ensuite, est-ce qu'il est bien? Il n'est pas mal formé à 3 mois. Ensuite, est-ce qu'il arrive à terme? Et bébé à terme, enfin, c'est le plus important. Oui. Alors l'accompagnement psychologique, c'est très important dans le parcours de PMA. Est-ce que parce que le parcours en lui-même, il est difficile, ou parce que aussi, ce sont généralement des patientes très fragiles, parce qu'on se sent diminué, parce qu'on se sent... voilà, le poids aussi de l'infertilité, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, bien sûr que c'est un parcours difficile. Il reste difficile et plus difficile chez nous. Puisqu'il y a personne ne doit être au courant. Des fois, le couple vient, il vous demande de ne pas annoncer, de ne pas dire que cette grossesse est venue par des moyens hors que naturels. Donc, il y a le poids de la société et beaucoup la plupart des couples qui n'annoncent pas qui sont passés par une AMP pour avoir leur bébé. Psychologiquement, oui. Pour le couple, comme l'a annoncé Madame Essia, c'est l'attente, surtout l'attente. Et donc, il faut savoir, le médecin est là pour accompagner. C'est pour ça que je dis ça, c'est très important, le rapport patient-médecin. Patient-médecin, patient-couple. Il faut que le courant passe. Il faut, comme elle a dit, mon amie Amina, qu'on fasse confiance à votre médecin, parce que des fois, vous annoncez, vous dites, on doit arrêter. Si on ne vous fait pas confiance, on va dire non, je vais aller ailleurs, ça ira mieux. Et donc, il y a une relation qui doit être établie dès le départ pour que ça marche. Voilà. Et essayer de déstresser le couple au maximum. Est-ce qu'on arrive justement à humaniser ce parcours et à accompagner le couple justement dans l'anxiété et le stress? Oui, moi je peux dire oui. Est-ce que vous, au niveau de votre santé, par exemple, est-ce que vous avez des psychologues? Alors, plus maintenant, elle est partie, elle a quitté le territoire national, malheureusement, comme pas mal. Malheureusement pour nous. Mais oui, on en avait une qui était mise à la disposition des couples. Mais je vous dis, c'est très ambigu en fait. On est dans une société pas toujours comme vous pensez. Donc cette psychologue était là, vraiment pour tous les couples. Et à chaque consultation, on est 8 médecins sur place. Et donc, chaque médecin, quand il sentait que sa patiente avait un problème et qu'il fallait qu'elle voie la psy, donc il la mettait dans la consultation de psy, il prenait le rendez-vous pour elle, etc. Et le couple ne venait pas. C'est très mal
perçu. Psychologue, c'est très mal perçu par nos patients. Or, pour ceux qui ont accepté de se faire accompagner, c'était juste magnifique. C'était très bien, elle les a accompagnés, ils étaient bien détendus et tout. Mais c'est pas tout le monde qui accepte. C'est mal dit. Alors, un dernier mot, parce qu'on a même débordé sur le temps qui nous est imparti. Un dernier mot, parler de prévention lorsqu'on parle d'infertilité. Qu'est-ce qu'on peut rappeler pour prévenir justement? C'est une maladie qu'on peut prévenir finalement. Tout à fait. Oui. Les infections surtout. Oui. Sexuellement transmissibles pour les pesticides, les tabacs, le stress, oui, si je peux dire. Absolument. On retiendra. Alors le stress, Diabète, le tabac, hypertension, voilà. tout ça. Lutter contre ces facteurs de risque, justement, et lutter contre l'infertilité déjà. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. On arrive à la fin de cette émission. Merci à Essia qui a bien voulu témoigner gentiment dans cette émission. Saha Aitkoum, je vous retrouve dans une semaine. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir. Merci.